France Maghreb 2. Bonjour à tous, France Maghreb 2, merci d'être avec nous et merci d'être avec nous pour cette reprise. Oui, hier c'était l'Aïd, donc le grand forum revient aujourd'hui en ce mardi 13 septembre. J'espère que ça nous portera bonheur tout ça. Avec aujourd'hui pour nous accompagner, pour décortiquer l'actualité en votre compagnie, chers amis auditeurs, monsieur Yasser Louati, comment va-t-il? Très bien, et toi? Ouais, à part la petite réflexion en antenne, mais ça va. Oh, y a pas de ça entre nous, Christophe. Non, mais quand même. C'est la famille, comme on dit. Non, mais juste avant de commencer l'émission, comme ça, tu vois, c'est comme un scud. Non, c'est des modèles, les scuds. Ça y est, on est passé au Tomahawk maintenant. Ah, pardon. Ouais. Ça se voit que je fais pas trop la guerre, moi. Et heureusement d'ailleurs. Peace and love. Avec, dans cette émission, également, la douce et belle Sophia. Bonjour. Ah, t'as vu quelle entrée en matière. Très bien. Bonne fête de l'Aïd tout le monde. Bonne fête de l'Aïd à vous tous et toutes, effectivement, à tous les musulmans du monde, et que cette fête rime avec réconciliation, paix, parce qu'on en profite souvent pour rétablir des liens avec des gens avec qui on se serait un petit peu froissé. Voilà, bah c'est la bonne occasion aussi qui nous est donnée, et puis surtout de continuer à partager, parce que des réfugiés il y en a plein, il y en a beaucoup qui arrivent et il faut pas les regarder comme ça. Quand on passe au feu rouge, faut s'arrêter et puis donner de temps en temps. Ils ont besoin de nous, quoi. Ils le font pas par gaieté de cœur et puis. Et pas que. Et puis. Pas que les réfugiés. Non, tout le monde, tous ceux qui ont besoin. Voilà. Bon, après ce petit rappel bien utile, et bien le grand forum aujourd'hui avec tout à l'heure le clin d'œil d'Amar après 18h, le sport avec l'une des plus grandes, des plus belles historiquement équipes de France en matière de foot. Je veux parler évidemment du Paris Saint-Germain qui joue en Ligue des Champions, pardon du terme, face à Arsenal ce soir. Ça risque d'être compliqué avec sans Hatem Ben Arfa, qui n'est pas dans le groupe. Le choix de l'entraîneur, donc qui estime que Hatem n'a pas encore prouvé pour être sur le terrain. Donc voilà. Sinon on parlera aussi de la télé. Dans le j'aime ou j'aime pas, plein de petites informations sympas. Et Yasser Louati, Sophia nous diront s'ils aiment ou ils aiment pas. Un petit peu comme le principe donc des réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ça se passera tout à l'heure. Le coup de cœur de Yasser Louati sera lequel? Un événement qui est en réaction au Printemps républicain, un événement intéressant qui est organisé à Paris 20e. Très bien, le Printemps républicain. On n'y est pas encore là. C'est la réplique du Printemps républicain, version raciste, ouais. Valls et Clavreul. Et là, il y a la réponse qui vient. Très bien. Également, l'avis tranché de Yasser. Alors, l'avis tranché, c'est une belle surprise. Ah, très bien. Tu veux pas en dire plus? Pas plus. Très bien, très bien. L'actualité aujourd'hui, on parlera des Syriens qui ont enfin pu dormir dans le calme cette nuit, car la trêve est entrée en vigueur donc hier soir, et jusque-là elle est à peu près respectée. Le régime de Damas a gelé la plupart de ses opérations militaires, mais cela va-t-il durer? On fera le point avec Yasser, avec vous, chers amis auditeurs. On parlera aussi de Barack Obama qui vient au secours de Hillary Clinton après le malaise de Hillary Clinton. Est-ce que ça risque d'empoisonner sa campagne? C'est ce que nous poserons comme question. D'autant plus que Donald Trump la joue gentleman. Il ne réagit pas là-dessus alors qu'il aurait tout le loisir de le faire. Non, il va sur d'autres terrains. Il l'avait déjà fait donc. Et puis on parlera aussi, puisqu'on parlait des réfugiés tout à l'heure, de ce chantier Porte de la Chapelle, boulevard Ney. Je sais pas si tu as été faire un petit tour, Yasser. Ouais. C'est là que sera donc réalisé dans un ancien hangar cet accueil des réfugiés, à peu près 400 personnes. Anne Hidalgo, accompagnée de son homologue espagnol, madrilène, était hier donc sur le chantier, et elle nous en dira plus tout à l'heure, on l'écoutera, on y reviendra. Et puis, bien entendu, un retour dans cette émission aujourd'hui, ma chère Sophia, c'est la question du jour sur laquelle vous pouvez donc réagir sur Facebook. Alors, quelle est cette question aujourd'hui, s'il te plaît? Sophia? T'aimes bien me prendre de cours comme ça? Non, ça fait partie de l'émission, là, on y va, là. Du tac au tac. Voilà. Alors oui, c'est la reprise, excusez-moi, j'ai encore la tête un peu dans les nuages. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2017, est considéré par une majorité de Français comme la personnalité la plus capable de garantir leur sécurité face à la menace terroriste selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Sur 961 personnes interrogées vendredi et samedi, 58% disent faire confiance à l'ancien Premier ministre sur ce sujet, mis en avant par tous les candidats à la primaire de la droite. Qu'en pensez-vous? Votre avis nous intéresse. N'hésitez pas à nous le donner sur la page Facebook France Maghreb 2. Et c'est ce que l'on se fera l'écho donc de vos différents commentaires, et puis on posera la question aussi à l'ami Yasser. Mais on commence évidemment cette émission comme d'habitude par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, comme à la radio, ainsi que sur Internet. Retour à dimanche soir sur France 2.
La rédaction de France 2 recevait Alain Juppé et il a été agacé lorsque, pendant l'interview, on a vu apparaître à l'écran une photo de Nicolas Sarkozy. Ça l'a agacé. Et il l'a dit. Je suis proche de moi-même, si vous me permettez de le dire. Je défends mon projet et mes idées. Je suis un homme de droite. Toute ma carrière politique s'est faite dans le parti gaulliste. Merci de mettre ma photo au premier plan. C'est une délicate attention. Voilà. Et puis je suis simplement un homme de droite. Bah oui, c'est ce que je vois apparaître derrière mon voix. C'était pour illustrer vos propos, puisqu'on parlait de Nicolas Sarkozy. Ça m'amuse, c'est pour ça. Donc je disais que je suis un homme de droite, mais ouvert et porté au rassemblement. Je veux faire l'union de la droite et du centre. Rappelez-vous, je l'ai fait avec l'UMP. J'étais l'un des membres fondateurs de ce parti pour rassembler les forces de la droite et du centre. Et c'est ce que je veux faire au moment des primaires, et même au-delà. S'il y a des déçus du hollandisme, mais en ce moment ils sont de plus en plus nombreux, eh bien qu'ils viennent. Autre moment d'agacement, c'était samedi soir sur France 2 dans l'émission On n'est pas couché, et petit accrochage, entre Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité, et Vanessa Burgraff, la nouvelle chroniqueuse. Madame, avant de venir sur l'actualité que vous avez l'air de aussi mal connaître que le reste, mais je vais vous dire une chose. Il y a des... Vous voyez, ça, Jean-Luc Mélenchon, oui. mais là, je veux dire, alors là, je comprends tout de suite. Vous avez ce côté avec les médias, je trouve ça assez terrible. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'agressivité vis-à-vis des médias. Les médias, ça reste quand même un contre-pouvoir aujourd'hui. Ah oui, et vous avez l'air. Bah oui. Ah oui, tous les jours, on voit que les médias sont un contre-pouvoir, qu'ils n'abusent pas de la situation, qui. En dehors de Gala. Vous venez de prendre un exemple sur le Venezuela, madame. Le Venezuela ne prouve rien, madame. Le référendum révocatoire a fonctionné une fois au Venezuela. S'il ne fonctionne pas une autre fois, nous aurons à en connaître. Mais pour l'instant, la procédure est en cours. D'autres pays l'ont pratiquée. Et, madame, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? C'est ça qui est important. C'est pas de me dénigrer ou de me renvoyer à la figure le Venezuela. Est-ce que c'est pas une bonne idée? Oui, il y a les belles idées. C'est une bonne idée ou pas? Oui, Jean-Luc Mélenchon, mais il y a les belles idées. Oubliez-moi, ma personne ne compte pas. Mais vous voyez, vous êtes... Ma personne, mes maladresses, peut-être ce que vous appelez de l'agressivité. Un grand moment de télé à chaque fois, hein, Jean-Luc Mélenchon sur France 2 dans l'émission On n'est pas couché. Autre moment de télé, c'est Rachida Dati qui fut un petit peu agacé par un humoriste de l'émission d'Ardisson. C'était à l'occasion de sa rentrée d'ailleurs sur C8 samedi dernier. Je vous jure, c'est pas grave et je vous en veux pas. On va repartir sur des basses scènes. Oui. Non mais vraiment, voilà. En plus, j'ai pris ma carte d'adhérent aux Républicains et. Mais non, c'est pas des conneries, c'est vrai. C'est Patrick Balkany qui me l'a fait pour 1000 € en cash. Et il y a eu un début. Alors quoi? Il y a eu un début, on garde espoir, on lâche rien. En plus, on a tous les deux une passion commune, l'art de la vanne. Vous avez dit Nicolas Sarkozy est le meilleur d'entre nous. Et j'avoue, celle-là, je l'avais pas trouvée. Mais ça y est, c'est officiel, vous êtes à ses côtés. Alors je tiens à le préciser comme conseillère politique à la primaire de droite, pas comme avocate dans l'affaire Big Malion. Tu vas l'énerver. Non, mais on arrête. Bon, en tout cas, vous faites partie de la liste de Nicolas Sarkozy. Les autres conseillers sont David Douillet et Brice Hortefeux. J'ai rien dit. J'ai rien. Bah, ça a du succès. Mais vous avez vu, comme quoi des fois on s'emmerde à chercher des vannes. Et puis là, ça tient tout seul. Ça marche. Et en parlant de Rachida Dati, eh bien apparemment, Éric Zemmour nous a annoncé hier matin sur LCI qu'il l'avait rencontré, qu'il lui avait dit qu'il trouvait scandaleux qu'elle ait appelé sa fille Zora. Oui, il n'a plus aucune limite, Éric Zemmour, écoutez. Estime qu'en donnant des prénoms musulmans, il refuse de l'histoire de France. Vos chroniques. Et je l'ai dit à Rachida Dati d'ailleurs. Vous avez qu'elle donnait un point de prénom à sa fille Zora. Je trouve ça scandaleux, je lui ai dit. Comme quoi, vous voyez, je me cache pas. Et pour finir ce zapping, quelque chose de plus léger, hein. C'était Najed Vallaud-Belkacem qui était l'invité de l'émission de Daphné Burki sur C8. Et lorsque survient une question plutôt surprenante d'un enfant, écoutez. Il paraît qu'on va tous avoir des tablettes à l'école. C'est pour jouer à Pokémon Go? C'est une vraie bonne question. On a entendu parler nous aussi de ces tablettes dans les écoles. Je sais que vous avez demandé à ce que, et c'est pas forcément fun, hein, que les Pokémon les plus rares et les Pokéstop ne se retrouvent pas dans les écoles, et on comprend très bien pourquoi, puisqu'évidemment afflux de visites et de gens qui viennent absolument pas du bâtiment, évidemment, de l'établissement. Est-ce que vous avez été entendu par les créateurs du jeu? Alors, je dois rencontrer en effet l'éditeur du jeu pour faire en sorte, non, Niantic qui s'appelle, pour faire en sorte que les fameux Pokémon rares ne soient pas dans les établissements scolaires.
Pourquoi les Pokémon rares? Juste pour expliquer, parce que ce sont les cibles les plus précieuses, donc tout le monde se précipite pour les avoir. Voilà. Et ça peut provoquer, là, pour le coup, un attroupement, y compris de gens venant de l'extérieur vers les établissements scolaires. De la sécurité, bien sûr. Après, pour le reste, tous les établissements scolaires peuvent demander eux-mêmes, en remplissant un formulaire, à être exclus, ne pas être un Pokéstop. D'accord. Voilà, totalement donc, hors d'atteinte du jeu. Voilà. Donc les tablettes, c'est pas pour jouer au Pokémon. Alors les tablettes, parce qu'il est déçu, Manolo, là. Pour revenir aux tablettes, non, alors, il y a une chose très enthousiasmante, honnêtement, qui voit le jour en cette rentrée scolaire. On n'en parle pas assez, merci d'en parler. C'est le plan numérique à l'école. Vous vous rendez compte, Yasser Louati et Najat Vallaud-Belkacem obligés de parler de Pokémon. C'est exactement ce que je me disais en écoutant ça. Franchement, j'étais sidéré. Vraiment, avec tous les problèmes qu'il y a dans l'école aujourd'hui, le décrochage scolaire, les inégalités croissantes, l'élitisme de l'école publique, voilà de quoi on parle. Pokémon Go, faut demander aux autres établissements de pas faire partie du truc. Moi j'ai rien compris en plus, je trouve ça stupide comme jeu, mais bon. Non plus. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Sinon dans le zapping Alain Juppé qui parle de droite et du centre. Et je me dis, mais où est la politique du centre là-dedans? On a droite et droite dure, donc il n'y a absolument pas de centrisme, il n'y a absolument pas de rassemblement, on est dans la surenchère permanente, et Alain Juppé, qui veut se faire passer comme la personne qui prend de la hauteur, n'est pas moins virulent vis-à-vis des citoyens de confession musulmane qu'un Bruno Le Maire ou un Nicolas Sarkozy. Il parlait d'islam de contrat et encore une fois, à énumérer les conditions aux musulmans, comme s'ils venaient de s'établir et faisaient la queue face à la préfecture pour demander leur papier. Le sournois pour toi? Bien sûr, parce que lui, en fait, il cache plus son jeu que Nicolas Sarkozy. Il y a une expression en anglais où ils disent, en fait, on siffle, c'est le sifflet pour les chiens, en fait, c'est un sifflet à ultrasons. Ouais. En fait, il envoie le message, mais n'entendra que celui qui comprend. Mais le message qui est derrière reste un message identitaire. On n'est absolument pas dans un discours rassembleur, inclusif, y compris vis-à-vis des citoyens de confession musulmane. Et lorsqu'on se met à énumérer des conditions comme si on avait affaire à des étrangers nouvellement établis, on continue à perpétuer le mythe que les musulmans ne sont pas français. On est de retour très vite sur France Maghreb 2 avec Yasser Louati qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous, c'est le grand forum évidemment, on est là, tranquille. Avec Yasser Louati qui est avec nous aujourd'hui pour commenter l'actualité. Je précise que Hakim Elouli s'est désisté. Je ne sais pour quelle raison d'ailleurs, mais il s'est désisté. Il a eu un empêchement. Oui, c'est ce qu'on dit ça. Après, faut voir, bien sûr. C'est vrai que l'ami Yasser fait peur, peut-être. Non, je rigole. J'essaye un peu de mettre un peu d'épinard dans l'équipe. Hein. Non, c'est Caroline Forest qui a pas voulu débattre avec moi sur CNN. Ah, Caroline Forest, tu voudrais qu'on l'invite un jour? Non. Est-ce que tu veux débattre avec elle? Non, franchement. On peut t'offrir ce loisir si tu veux. Elle a plus à gagner que. On pourrait missionner Sophia d'essayer de nous trouver Caroline Forest. Non, je le dis publiquement sur les ondes, je ne relancerai pas sa carrière. T'inquiète, Sophia a réussi à avoir Anelka, elle peut avoir Caroline Forest. Non, mais sa carrière, elle est où? Elle est plus à France Culture, elle fait plus rien là. Maintenant, elle est chez Marianne, sauf que, j'en parle parce qu'elle a attendu que je quitte le plateau de CNN pour me dézinguer sur les ondes. Donc à un moment, je suis en face. Elle parle l'anglais quand même, ce qui est déjà un progrès quand même. Yasser aussi, il parle anglais. Ah, il parle très bien. Yasser, il parle l'arabe, l'anglais, le français. Voilà. Le verlan, exactement, tout quoi. Nickel. C'est ce qu'il nous fallait. Que des livres 1 dans la team du Grand Forum évidemment. Sophia. Christophe. La question du jour, on la rappelle, et puis 2-3 petits commentaires comme ci comme ça. Hop, vous allez sur Facebook, vous commentez, vous répondez à la question, vous participez, vous réagissez en instant T sur France Maghreb 2. Sophia se fait le relais entre vous et nous. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2017, est considéré par une majorité de Français comme la personnalité la plus capable de garantir leur sécurité face à la menace terroriste, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Sur 961 personnes interrogées vendredi et samedi, 58% disent faire confiance à l'ancien Premier ministre sur ce sujet, mis en avant par tous les candidats à la primaire de la droite. Je peux commenter sur ça, Doudou ? On va laisser les auditeurs d'abord. Ouais. Qu'en disent-ils ? Ken qui nous dit « On s'en fout, tous des pions. La question est-elle pour les Français de race blanche ? Nous, ça ne nous concerne pas. » Oh, ça c'est bidon comme commentaire, pardon, mais... je suis française, perso. Ouais. Non, toi aussi, non ? Vous aussi ? Je sais pas, non... Bon, bref, après il a le droit d'avoir son avis, hein. J'ai le droit aussi de trouver ça bidon. Béatrice, s'ils veulent partir en croisade pour une jupette, tant pis pour eux. Avec un petit sourire. Pas mal. Et Mohamed qui nous dit, sinon il y a aussi le Père Noël pour nous protéger, mais il est trop habillé pour la République laïque. Allez-y, continuez, vous êtes trop fort sur Facebook, donc pour répondre à la question, on fera un point tout à l'heure évidemment avec Sophia. Et vous pouvez réagir aussi à l'émission sans aucun problème sur ce statut. Donc mon ami Yasser, t'as commencé à réagir tout à l'heure, donc par rapport au fait que les Français en majorité, encore une fois selon un sondage,
disent qu'ils se sentent plus en sécurité. Enfin, en la personne d'Alain Juppé, se sentirait plus en sa personne en tout cas rassuré. Voilà. Il faut d'abord voir dans quelles conditions cette question a été posée. Donc, quand on a un choix limité de candidats et qu'en plus on restreint l'accès à l'élection présidentielle. Donc, si on dit à quelqu'un, t'as le choix entre A, B, C et rien d'autre, forcément, il va choisir ce qu'on dit communément. Il y avait le choix avec Sarkozy, Le Pen, Valls, Hollande. Oui, sauf que lui, Juppé, veut jouer sa carte du vétéran qui est au-dessus de la mêlée. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas différent des autres, sauf que lui cache mieux son jeu que les autres. Et là où il faut quand même rester prudent, c'est que là, on a Alain Juppé qui se pose en espèce de rassembleur, mais son discours, lui, sur le fond, n'a pas changé. Et quand on restreint le choix aux auditeurs à qui on pose la question, forcément, ils vont se dire, entre guillemets, on va choisir le moins pire. Mais le moins pire n'a jamais mené à ce qu'il y avait de meilleur. On croit choisir le moins pire, mais la politique, c'est de pire en pire. Donc il y a rien qui change. Il y a rien qui change au bout du compte. Et encore une fois, les dindons de la farce, ce sont les électeurs. Alors, pardon Yasser, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce sujet, parce que autant tu peux dire effectivement que ils vont tous dans la course islamophobe, autant je trouve Juppé quand même un peu plus nuancé. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je suis aussi naïf que certains, mais par rapport, si on prend et on compare les candidats donc primaires à ces républicains, si tu prends Sarkozy, Fillon, Copé, Le Maire, je trouve Juppé beaucoup plus lisse, beaucoup plus par rapport au repas des substitutions à Bordeaux, par rapport à plein de sujets. Excuse-moi, Christophe, quelle est la différence entre un Juppé qui te dit les musulmans doivent se désolidariser de Daesh et ce que Sarkozy c'est logique, ça, désolidariser. Mais comment est-ce qu'on peut encore poser la question aux musulmans? C'est les premières victimes de Daesh, on leur dit. De base, ça, non, je suis désolé, on fait de la politique. Non, justement. Le français de base, si on l'abrutit, il se comportera comme un abruti. Il y a un moment, il faut faire comprendre que cette question ne se pose pas. On ne demande pas aux juifs de se désolidariser de la politique israélienne. C'est sûr, on ne demande pas aux chrétiens de se désolidariser de ce que George Bush a fait en Irak, etc., etc. Oui, d'accord, mais à part ça. On ne demande pas, non, il y a un moment, le fait d'entretenir ce discours-là pose fondamentalement problème. On est encore dans la suspicion. Quand est-ce qu'on va accepter le fait que les musulmans sont des êtres humains comme tout le monde, et lorsqu'on tue un musulman, on tue un être humain? Pas un musulman avant autre chose. Mais si c'est que cet exemple-là que tu as, c'est beaucoup. C'est pas que cet exemple. J'ai celui-là. Plein. Non mais Sarkozy de toute façon il est en thérapie de groupe en plein public, donc là on va dire il compte même plus. Donc alors dans la théorie du moins pire, Juppé reste le plus. Mais la théorie du moins pire ne marche pas, Christophe. On croit à chaque. Mais la preuve, à chaque fois on vote pour le moins pire et on se retrouve avec pire que ce qu'on avait avant. On a voté. Là on s'est fait berner là avec Hollande, c'est tout. Mais c'est à chaque fois le même coup, Christophe. Il n'y a rien qui change. Je veux dire, tu peux pas me dire on va voter pour le moins pire. Le mec il t'applique la même politique que son prédécesseur. Juste, il nous enfonce un peu plus. Et à la fin, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. Donc tu crois pas en Juppé? Enfin, absolument pas. En la sincérité de Juppé. Non, d'abord, je ne crois pas en la sincérité des hommes politiques. Enfin, franchement, là-dessus, il faut pas être naïf. Deuxièmement, tant qu'il n'y a pas de rapport de force qui est inversé, on ne peut pas faire confiance aux responsables politiques parce que nous n'avons pas les contre-pouvoirs nécessaires pour nous assurer qu'une personne qui vend un programme électoral avant une élection soit maintenue sous contrôle pour qu'il applique son programme. Or, nous avons deux types de programmes électoraux. Nous avons celui pour la foule et celui pour les grands lobbies et la grande finance. Et c'est toujours que le second qui est appliqué. Yasser, tu admets quand même qu'il y a une différence de discours entre Juppé et les autres candidats des Républicains. Je suis désolé, on fait pas de la politique avec des beaux discours. Ce qui compte, c'est des mesures qui soient fortes et des prises de position qui soient courageuses. Si Juppé était vraiment différent des autres responsables politiques, il prendrait son courage à deux mains, il se dresserait pour dire nos citoyens de confession musulmane sont nos frères dans la République et une attaque contre eux, c'est une attaque contre la France. Jusqu'à maintenant, il maintient la suspicion, il maintient encore une différenciation au niveau de la citoyenneté. Il y a nous et il y a ces musulmans qui doivent encore montrer patte blanche. Je suis désolé, avec moi ça prend pas. Et j'espère que ça prendra pas avec 10 millions de personnes comme moi. Sur le débat du voile de l'université, il s'est démarqué quand même par rapport aux autres. Si on prend qu'un exemple, Yasser. Ben encore heureux. Il a dit il n'y a pas besoin de ce genre de loi, il n'y a pas besoin. Il a parlé, je me rappelle, de cette histoire de sa grand-mère qui allait à la messe avec un voile sur la tête et que ça ne dérangeait absolument personne. Oui, mais encore heureux, je veux dire. Oui, non, mais encore heureux, mais on ne peut pas parler de droit comme si c'était des privilèges, et celui qui vous dit un droit est un droit, c'est un héros. C'est le b.a.-ba, sauf que la politique est tellement arrivée à un niveau vraiment d'incohérence totale. Même le fait de dire qu'une femme voilée a le droit d'aller à l'université, ça vous fait passer pour un modéré. Non, ça fait pas de vous un modéré.
je suis désolé. Bah, aujourd'hui, dans le climat ambiant, presque, ouais, on y est presque à Yasser. Bah oui, dans ce climat un peu nauséabond, on y est presque. Ça montre bien la situation que nous trouvons aujourd'hui, c'est que nous avons très peu de choix et qu'encore une fois, on nous vend la peste ou le choléra et que le choix, malheureusement, dans les deux cas, ce sera le peuple qui se fera berner. Eh bien, on va aller voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez réagir bien sûr par mail lgf@francemaghreb2.fr, répondre à la question sur Facebook, bien sûr, France Maghreb 2, et puis également sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Je crois qu'on va à Marseille avec Monji. Salut Monji. Salut Christophe, Mabrouk à tout le monde. Salut Yasser, voilà, j'ai écrit Marseille. Je suis entièrement d'accord avec Yasser, c'est malheureux. Parce qu'en fait, GP ne propose quoi? Il propose un code de l'indigénat. Parce qu'il a dit il faut que je signe un contrat avec les musulmans. C'est quoi ce truc? C'est quoi signer une charte avec les musulmans? Il faut définir de quel musulman on parle déjà. Ouais. Alors Ouais, on t'écoute. Ouais. Et en fait, c'est ça en fait, le drame, c'est comme dit très justement Yasser, il y a pas de contre-pouvoir, aussi bien que moi président, c'est passé à la trappe, et on n'a pas demandé des comptes au gouvernement actuel, et les députés ils sont couchés à chaque fois devant le 49.3 parce que tout simplement, il y a au bout leurs indemnités. C'est-à-dire c'est des gens que c'est un peu comme un peu associatif dans les quartiers qui sont biberonnés aux subventions et qui font le sale boulot d'évergonner les gens, d'éloigner, de poser les vraies questions. Moi je pense qu'il faudrait qu'ils ne voient des nôtres, je dis les dominés, se lever une fois pour toutes. Et c'est pas avec Juppé ou avec Mélenchon. Qui lui, il était outré qu'une femme elle travaille à la crèche, la Babylou, elle reste toujours à travers la gorge. Et c'est ça en fait le problème. Oui, mais Monji, le moins pire, on va de pire en pire, comme il a dit tout à l'heure. Monji, Yasser, moi je vous entends. Si on va dans le tous pourri, alors on fait quoi maintenant? On s'organise. On fait quoi? On va créer un rapport de force. On prend notre voie. Vous savez, cette histoire de dire on n'a pas le choix, c'est l'histoire de Thatcher. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre choix. Ouais, mais là vous êtes dans l'utopie, messieurs. Pardonnez-moi de vous dire, on est à 6 mois d'une élection importante. On n'aurait pas le temps de nous organiser, pas le temps de nous structurer. Comment on fait? Par exemple, un boycott général de l'élection, ça demande pas beaucoup de. Un vote blanc massif. Si on appelle vraiment un boycott général, mais vraiment efficace. Peut-être on changerait le rapport de force. Donc ça va continuer. Donc ça va continuer. C'est-à-dire que vous donnez un chèque en blanc à tous ces hommes. Pardon. Mais si. Lorsque les outils, on ne peut pas se battre contre un oppresseur avec les outils de l'oppresseur. À un moment donné, il faut changer de terrain. Et le terrain qu'on doit prendre, c'est le terrain, par exemple, comme ils ont fait pendant les manifestations dans le monde arabe, sur le terrain les médias alternatifs, comme les réseaux sociaux. On peut créer cette dynamique si on se met vraiment à travailler là-dessus. J'en suis sûr que c'est faisable. En fait, le fait de dire on n'a pas le choix, c'est la paresse intellectuelle. C'est comme non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que pourquoi pas. En fait, on sait rien. Pour demain, pourquoi pas? C'est une idée viable et à encourager même à ce que les gens se structurent, à ce que cette communauté puisse se faire respecter. C'est tout ce à quoi nous aspirons tous, je crois en tout cas. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une configuration on est dans une année importante avec des échéances importantes. Alors vous dites quoi? Vous dites on boycotte. Bon, ça veut dire que demain. Non, mais c'est ce que dit Monji. Il dit on boycotte. Donc ça veut dire que demain, on va continuer à se faire cracher dessus et on pourra rien dire ni rien quémander puisqu'on n'est pas là quand il faut aller voter. Donc continuons comme ça. C'est très bien. Non mais Christophe, quel levier tu as pour contrôler un candidat qui te vend un programme et qui applique exactement son contraire une fois arrivé au pouvoir? Deuxièmement, laisse-moi finir, Christophe, pour quelques secondes. Faut garder une chose en tête, c'est que l'élection présidentielle n'est qu'une échéance. Oui. Et que la réflexion et le travail doivent s'organiser bien au-delà de la présidentielle. Parce que les problèmes sont systémiques. Ça veut dire que c'est un système qui les produit et qui les répète. Donc celui qui va me dire, oui, mais il faut voter pour le moins pire. Mais ça fait 30 ans qu'on fait ça s'arrange pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça s'empire même. Ça devient encore de pire en pire. On n'a même plus le choix.
Mais alors, moi, je termine sur ce que je disais. C'est effectivement, il y a cette présidentielle et je suis assez d'accord avec toi, Yasser. Il n'y a pas grand-chose à en espérer. Par contre, vous avez une autre élection qui est derrière, qui s'appelle législative, et là, vous avez une multitude de députés issus de la diversité. Qu'il va falloir encourager. Est-ce que les gens vont être là? Est-ce que malheureusement dans le 93 on va continuer d'obtenir ce résultat d'abstention absolument lamentable? Est-ce que dans les quartiers populaires les gens vont continuer à rester chez eux plutôt que d'aller voter? C'est là que se joue finalement l'avenir de cette communauté. Mais je mets un bémol là-dessus, Christophe. Ah bah pardon, c'est les chiffres sont là. Ouais, mais je mets un bémol sur ce que tu viens de dire, c'est que le but c'est pas d'élire quelqu'un parce qu'il est issu de la diversité, etc. Oui. On va élire quelqu'un sur d'abord son éligibilité au niveau de son leadership et de ses compétences, parce que nous on veut pas encore d'avoir des nouveaux oncles Tom. Une fois qu'ils rentrent dans le système, ils touchent les indemnités de. Razia Madip en est un bel exemple. Je ne parlerai de personne parce que je le connais pas et sincèrement, j'aurais tort de parler de lui parce que j'ai jamais rencontré, je ne le connais absolument pas. Par contre, il faudrait élire des personnes issues de nos propres rangs que nous avons nous-mêmes formés. Ouais. Là, ça veut dire que lorsqu'ils entrent dans la machine, ils sont non seulement soutenus, mais en plus ils sont préparés en amont. Bien sûr, il y a toujours le risque, ils rentrent dans le système, il en fait partie. C'est sûr, il y a toujours ce risque effectivement. Mais voilà, donc ce à quoi je voulais en venir, donc il va falloir se bouger mon ami Manji, hein. Il va falloir y aller là. Écoute, le 24 septembre, on organise à Marseille les assises de l'islamophobie, organisées par le CRI, et on invite toutes les associatives, tous les militants. L'introduction sera faite par Youssef Girard et éventuellement aujourd'hui j'ai une confirmation de Raphaël Augier. Oui, Raphaël Augier. Ah, très bien. Oui, ça grésille là, je sais pas. Bon, voilà, le 24 septembre, on introduit les assises de l'islamophobie pour vraiment faire, parce qu'on n'a jamais fait l'autopsie de l'islamophobie et vraiment essayer de sortir avec des outils de travail concrets pour faire barrage à cette horreur, mais qui est alimenté par le système en fait. Lorsque vous avez la sortie ce week-end de Madame Boyer qui compare les femmes voilées à l'uniforme de l'ennemi, je veux dire c'est de pire en pire quoi, voilà. Ouais, voilà. Manji, tu diras au CRI qu'il t'achète un téléphone parce qu'il est pourri. Hein. Merci beaucoup Manji en tout cas à Marseille. Bientôt 08 92 23 99 50 bien sûr. Si vous voulez faire comme Manji, venir en discuter avec nous, échanger, vous êtes les bienvenus. Et puis par mail aussi, lgf@francemaghreb2.fr pardon, avec un mail de Salim qui nous dit: salut Christophe, voilà où on est en matière de conneries. Zemmour dévoile son vrai visage et continue à cracher sa haine envers tous les musulmans et tout le monde trouve ça normal à quand en pressé en règle pour ce pseudo-chroniqueur. C'est ce que pose comme question donc Salim par mail lgf@francemaghreb2.fr. Oui, il y a déjà eu un procès Zemmour. Sauf le problème c'est qu'il est de nouveau invité sur les plateaux. C'est ça. Et il y a eu quand même 700 plaintes de déposées auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel suite à son passage sur France 5. Donc ça c'est bien. Non mais en plus, je suis désolé, mais il y a un moment il y a connivence. Je veux dire, ils peuvent pas inviter un personnage comme celui-là sans jamais savoir quel est son passif. Ça oui. Donc on voit bien qu'ils l'invitent ils vont dire on va gérer les risques. Oui, on aura 700 plaintes, mais entre-temps on fera le buzz. Allez, on va faire un petit tour du côté de l'immobilier avant de lire 2-3 commentaires du côté de la question du jour, avant de retrouver l'avis tranché, avant de retrouver aussi notre invité. Il s'appelle comment, Sophia? J'ai oublié. Sgari, voilà, c'est un humoriste qui s'était produit déjà à Villepinte, je crois, il me semble, l'année dernière, et qui est de retour donc du côté de Paris pour une petite idée sortie tranquille en cette période automnale qui va bientôt entrer. Là, on s'habitue un petit peu à la chaleur, mais il va falloir apparemment se couvrir, mon cher Yasser, parce qu'on va perdre beaucoup de degrés d'ici la fin de semaine. Bon, le point météo étant terminé, place donc au mobile répondeur 06 18 21 56 41 24h sur 24, c'est vous qui le dites, on vous écoute. Allô Christophe, Abdel du 92. Oui, je voudrais revenir parce que M. Zemmour il en remet une couche. Il a fait allusion à Dati, Omar Sy, mais beaucoup de gens connus avec des noms consonance famille étrangère, et il faisait allusion comme quoi que ces gens-là dans leur esprit ils n'étaient pas français. Monsieur Zemmour, écoutez, ça suffit, mais vraiment ça suffit. Contrairement à vous, Monsieur Omar Sy, il est né ici. Alors si vraiment certains Français de confession musulmane et de familles venant de pays étrangers étaient vraiment méchants, ils vous rabâcheraient ça tous les jours. Donc ça suffit. Et moi j'ai trouvé une chose troublante quand même, c'est toujours les gens qui sont pas nés ici, qui veulent nous foutre dehors, nous qui sommes nés ici.
c'est quand même assez troublant, et c'est vraiment assez troublant et presque comique, quoi. Alors, monsieur Zemmour, arrêtez, quoi. Parce que Omar Sy, s'il veut, peut être méchant avec vous, et puis d'autres personnes, hein, en vous rabâchant tous les jours, en écrivant un livre, que vous n'êtes pas né ici, et ça fait pas de vous un non français. Alors, s'il vous plaît, respectez les gens qui sont nés ici. D'accord? Merci. Allô, bonjour, c'est Saïda de Marseille. Je vous embrasse. Mabrouk l'Aïd, Christophe, Sophia, à tous les musulmans de France et d'ailleurs, à vous autres, à ceux de Marseille, de Paris, de tout. Mabrouk l'Aïd, Mabrouk, Alf Mabrouk, les enfants, la réussite. Tout simplement, un bon Aïd Moubarak Saïd. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire votre devoir d'aller voter. Les jeunes, allez vous inscrire avant le 31 décembre. Le pays est devenu raciste et c'est votre voix qui doit compter. C'est votre avenir, non pas celui comme nous les vieux. S'il vous plaît, allez voter. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, une réussite à tous les enfants, à tous les jeunes, de leurs études, de leur métier. Je vous embrasse tous, Saïda de Marseille. Que Dieu bénisse le monde musulman, arabo-musulman, et Dieu bénisse ce pays où nous vivons, la France. Elle est chère à notre cœur, tant comme l'Algérie, le Maroc et la Tunisie et d'autres pays. Je vous embrasse, Saïda de Marseille. Voilà vos messages sympathiques à chaque fois hein, sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24 pour évidemment nous donner votre avis sur l'actualité, réagir à l'émission. Bref, vous faites ce que vous voulez, c'est totale liberté, on fait pas semblant ici sur France Maghreb 2. Donc n'hésitez pas. Dans un instant, on va aussi parler de la Syrie, de cette trêve qui est entrée en action, mon cher ami Yasser. Depuis hier, que faut-il en attendre de cette trêve? C'est un plan russo-américain hein, qui est proposé. On va voir comment ça se passe parce que cette trêve en fait concerne pas les partis où Daesh et les différentes groupes terroristes sont installés. Donc voilà, on parlera donc de cette trêve qui a été un petit peu abîmée cette nuit avec 2-3 incidents mais rien de bien grave. Quoi qu'il en soit, est-ce que ça va durer? C'est la question qu'on se posera ensemble si tu le veux bien Yasser. On refait aussi un petit point sur la question du jour ma chère Sophia dans un instant avec vos commentaires sur la page Facebook, la vie tranchée, puis on aura Sgari aussi au téléphone pour parler de son spectacle. Tout ça c'est à suivre, c'est le grand forum. Bref, on est bien quoi. Avec Yasser Louati qui est avec nous aujourd'hui hein, évidemment pour commenter l'actualité ensemble. On va parler de la Syrie dans un instant et on écoutera aussi attentivement son avis tranché de ce mardi 13 septembre. Mais pour l'heure, c'est l'invité de la rédaction. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Alors on va s'écarter un peu du monde politique, du monde de l'islamophobie pour parler un peu d'humour. Ça fait du bien aussi avec Sgari. Salut Sgari. Allô, salut, comment ça va? Bienvenue à toi, comment ça va? Merci, bah écoute, ça va, un bonne fête de l'Aïd hein, quand même au passage à tous les auditeurs de Radio France Maghreb. Exactement, Aïd Mabrouk à toi aussi. Alors Sgari, on t'avait eu à l'antenne je crois l'année dernière pour parler d'un spectacle que tu faisais il y a quelques mois même pour être très exact. Et là a priori donc tu t'es rapproché un peu de Paris puisque tu seras dans Paris maintenant. Voilà, ça y est, les dates sur lesquelles vous aviez été partenaire se sont assez bien passées. Donc du coup maintenant, on se lance sur Paris dans un petit théâtre parisien, c'est cool. Donc ça me revient, c'était pendant la Coupe du Monde, non, c'est ça? Comment? Oui, c'était exactement. C'était le soir du lancement de la Coupe d'Europe avec le Ramadan. C'était le 10 juin dernier en fait. Et finalement, t'as rempli apparemment. Oui, ça s'est super bien passé, ouais. Ah, c'est pas joué d'avance quand même. Vraiment, malgré tout ça, les gens ont répondu présent. Ça c'est. Ramadan. Chez moi, j'étais vraiment content. Ramadan plus match d'ouverture de la Coupe d'Europe, c'était pas gagné et pourtant tu l'as fait. C'était bien. Ouais. Du côté de Villepinte. Donc. Fait, voilà. Ouais. Et là donc tu es sur Paris. Alors juste pour présenter un petit peu à nos auditeurs, peut-être à Yasser aussi qui ne te connaît pas. Sgari, c'est quel type d'humour? Qu'est-ce qu'on y voit sur scène? Alors Sgari, déjà le titre du spectacle c'est l'homme sensible. L'homme sensible, ça veut dire que je n'ai aucune cible particulière. Vraiment, je m'attache à taquiner toutes les communautés sans exception. Et également l'homme sensible, c'est un artiste sensible parce que sur l'affiche on voit un nounours que je tiens dans la main. C'est un nounours qui m'a été offert par ma grand-mère le jour de ma naissance. Elle n'est pas là aujourd'hui et je lui rends hommage à travers ce spectacle. Donc on a deux phases dans le spectacle. Il y a aussi des parties musicales parodiées et il y a aussi un passage piano-voix où je suis derrière le piano. Ah, tu joues du piano aussi. Très bien. Et oui. Et donc ça se passe où et quelles sont les dates où on peut te retrouver, Sgari?
Alors, ça se passe, la première date, c'est samedi 17 septembre, ce samedi-là. Ouais. Et au théâtre Darius Milhaud, dans le 19e, 80 allée Darius Milhaud. Et puis, toutes les places sont à prendre sur Fnac, Bière et Dieu, Carrefour, Auchan, Ticketnet, et tous les points de vente habituels. Et puis, donc voilà. Et puis, si on pourra même faire quoi? On pourrait offrir 2 places au premier appelant à Radio France Maghreb. Allez, on va gérer ça avec Sophia pour les places, évidemment. Sophia, tu valides ou pas le spectacle? Mais bien sûr, j'irai le voir ce week-end, si Dieu me prête vie jusqu'ici. Et je voulais juste souhaiter un joyeux anniversaire à Sgari quand même. Ah, c'est ton anniversaire? Ah oui, merci. Ouais, aujourd'hui c'est mon anniversaire, merci beaucoup, c'est gentil. Bon anniversaire, bon cadeau en tout cas pour ton anniversaire, une bonne petite promo tranquille sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Merci. Et de toute manière, si les gens sont pas dispo ce samedi 17 septembre, les prochaines dates, ça sera samedi 15 octobre et vendredi 11 novembre. D'accord, en plus le 11 novembre c'est férié. Et ça coûte combien le spectacle? Alors sur Billet Réduc, les places sont à 10 €, et puis après, Fnac, Carrefour, Auchan, je pense qu'on doit frôler les 15-16 €, c'est pas... Question... Et pour le spectacle, c'est pas cher. Est-ce que c'est un spectacle familial? Ah oui, tout à fait, c'est vraiment un spectacle familial, y a pas de vulgarité flagrante, il n'y a pas d'insultes, vraiment c'est familial, tout le monde peut venir, il n'y a aucun problème. D'accord, donc on rappelle samedi prochain, c'est la première date, l'endroit et comment fait-on pour y aller? Alors l'endroit c'est où? Alors c'est théâtre Darius Milhaud, 80 allée Darius Milhaud, Paris 9e. Et puis sinon on peut avoir toutes les informations simplement en tapant sur Google Sgari, Z-G-A-R-Y, et le titre du spectacle, L'homme sensible. L'homme sensible. Merci Sgari, bonne chance pour la première. Écoute, merci beaucoup, et puis je souhaite vraiment encore une bonne fête de l'Aïd à tous les auditeurs de Radio France Maghreb, et vraiment merci à vous de prêter attention à ce spectacle, c'est vraiment gentil de votre part. À très vite Sgari, ciao, apparemment t'es appelé côté famille, ciao. Demain je précise qu'à cette place, notre invité sera Ismaël Mounir, tu connais Yasser? Oui, excellent. On va parler de NKM notamment demain avec lui, donc à ne pas louper demain dans l'émission à partir de 17h. Alors on va peut-être parler un petit peu, si vous voulez bien, d'actualité maintenant, avant de retrouver ton invité tranché et avant aussi de retrouver les quelques commentaires. On vous invite à aller commenter à la question du jour sur la page Facebook France Maghreb 2. Alors, on va parler de la Syrie, Yasser, puisque les Syriens ont donc promis une première nuit de répit après l'entrée en vigueur de la trêve. C'est globalement calme, cet accord négocié par les États-Unis et la Russie est plutôt donc respecté jusque-là. Le texte prévoit, je vous rappelle, une réduction des violences de 48 heures à renouveler, et cela semble bien parti puisque Damas a lancé donc un régime de calme de 7 jours. Une semaine, c'est ce qu'il faut pour que les États-Unis et la Russie commencent à coopérer militairement en Syrie, ce qui serait du jamais vu, Yasser, depuis le début du conflit, en tout cas officiellement. Tout le problème est de savoir si Damas tiendra sa promesse. Pendant la nuit, des incidents ont été rapportés dans les provinces d'Alep, de Hama et de Damas, mais rien de très grave d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans les zones de conflit les plus exposées comme à Alep et à Idlib, les habitants ont enfin eu le droit à une nuit de silence, le droit de dormir tout simplement. Même s'ils se méfient du régime, les groupes rebelles semblent donc avoir choisi de respecter le cessez-le-feu. Un répit salvateur pour les combattants, mais surtout pour les populations civiles qui souffrent de plus en plus de violences et des pénuries. Le premier objectif, rappelons-le, de la trêve est d'ailleurs d'apporter de l'aide humanitaire aux zones assiégées. Selon Moscou, l'acheminement de l'aide vers Alep va commencer sans attendre. Accord prévoit que les convois empruntent la fameuse route du Castello au nord de la Syrie. Il y a des raisons d'y croire, mais des nuances aussi s'imposent, car les zones occupées par Daesh ne sont pas concernées par la trêve, de même que celles sous contrôle du front Fatih al-Sham, ancien Front el-Nosra, ancien filiale d'Al-Qaïda en Syrie. Ce groupe est un allié militaire extrêmement important pour les rebelles dits modérés. Ces derniers refusent donc de s'en détacher, comme le demandent la Russie et les États-Unis. Une abrégation qui rend les frontières très floues entre groupes classés comme terroristes et groupes rebelles. C'est toute la nuance et la difficulté. Est-ce que cette trêve, tu y crois, Yasser? D'abord, c'est pas trop tôt. Deuxièmement, c'est que c'est quand même une trêve entre les États-Unis et la Russie. Donc,
que fait, dans ce cas-là, ces deux forces étrangères, donc qui de facto reconnaissent que c'est une guerre, une guerre par procuration sur le territoire syrien. Donc voilà, bon, maintenant c'est officiel. Surtout, mais il faut quand même observer 3 choses avant de se dire satisfait ou pas. Pour commencer, qu'est-ce qui compte comme une violation? Donc on sait que les accords, les clauses sont restées secrètes. Ouais. Bon, c'est que une semaine. On sait que ça concerne pas les différents groupes présents sur le théâtre des opérations. Donc encore une fois, les termes restent très, très, très vagues. La deuxième question, c'est que fera la Turquie? Donc on sait que la Turquie a envoyé une partie de la Syrie pour s'en prendre aux YPG qui sont eux-mêmes perçus comme une extension du PKK, et on sait que la Turquie se dit tout territoire conquis par la nébuleuse du PKK sera un territoire de facto acquis à la cause d'un Kurdistan autonome, et ça il en est hors de question pour la Turquie. Ouais. Encore une fois, c'est encore un point d'interrogation gigantesque et personne n'y a répondu. Troisième question, qu'est-ce qui va se passer entre les rebelles, entre les différents groupes? Est-ce qu'il va y avoir scission? Est-ce qu'il va y avoir réorganisation des alliances? Est-ce que les uns vont se ranger en fonction d'une gestion des risques et des bénéfices? Est-ce que les uns vont passer du combat contre Assad vers une focalisation sur Daesh et vice-versa? Enfin, sincèrement, il y a encore pas mal d'interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations. Là, on est pour moi, on est encore sur de la communication. Tant mieux si elle est bénéfique sur le terrain, mais on n'a absolument aucune garantie sur les quelques jours qui viennent. Ouais. Alors, faut préciser quand même que Moscou et Washington multiplient eux les déclarations pour faire en sorte que cette trêve réussisse. Au bout du chemin, l'enjeu est énorme. Il s'agit de relancer le processus de négociation pour une solution politique. Selon John Kerry, ce pourrait être la dernière chance de sauver la Syrie. Elle est forte quand même cette phrase. Dernière chance pour sauver la Syrie, selon John Kerry. Après ça, ça y est, c'est fini, ça part en guerre, on fait plus rien. Je doute que, je pense pas que les Américains vont lâcher tout ça, de manière aussi unilatérale. Par contre, oui, la surenchère de dire oui, c'est la dernière, premier jour est craché, après celle-là, on n'y arrivera plus. Mais qu'est-ce que vous attendiez pour le faire plus tôt? On aurait pu éviter ce bain de sang qui a apporté 300 000 et 400 000 victimes innocentes parmi le peuple syrien. Ouais. Si vraiment il y avait une volonté d'en découdre avec le problème syrien, on l'aurait fait depuis bien longtemps. Donc on voit bien qu'on a laissé pourrir la situation pour encore une fois des enjeux géostratégiques qui dépassent les Syriens eux-mêmes. Et les premières victimes restent les Syriens. Et le cynique vainqueur dans tout ça, ça reste Bachar el-Assad qui veut passer comme la personne qui est incontournable. Est-ce que les Russes vont le lâcher au bénéfice d'une paix durable en Syrie? Pas sûr. Hein. Voilà. On va prendre l'avis de notre auditeur syrien. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir mes amis, bonsoir monsieur Yasser. Meilleurs vœux pour l'ensemble des chiites, des sunnites, de toutes les communautés druzes, alaouites dans le monde et en France. Voilà. Donc, pour faire court, d'abord on se félicite de ce cessez-le-feu. Voilà, donc on ne va pas être pessimiste. Où j'entends monsieur Yasser pessimiste, Bachar, pas Bachar, tout ça, les Kurdes, bon c'est vrai, c'est un mélange de bouillabaisse. Donc on va se référer sur 3 déclarations récentes. La déclaration de monsieur Galioun, pour les gens qui sont francophones, ça veut dire l'ancien chef de la coalition à Paris. Il a dit en un mot à Barrière, Loïc Barrière de vos concurrents, Radio Orient, il a dit la hawla wa la quwwa pour les gens qui sont arabophones, ils comprendront, c'est-à-dire rien, les Syriens sont exclus, les Européens et la France en tête, tout ça. C'est le monde est partagé entre les Russes et les Américains, on en a parlé. Les Turcs actuellement essaient d'aller même embrasser la barbe de Bachar, ça c'est pour votre collègue là. D'ailleurs, il a donné, Bachar lui-même, il y a un mois, via Poutine, ok, tapez, rentrez, voilà, donc, et juste la dernière déclaration de monsieur Kerry, quand même, pas n'importe qui, c'est le patron du monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, de l'intérêt, là, vous pouvez le lire sur toutes les chaînes d'information, de l'intérêt du régime syrien, que le cessez-le-feu tient. Pourquoi? Parce qu'il le dit. Voilà comment il n'est pas contourné, le dictateur de Bachar. L'unité de la Syrie. L'unité de la Syrie, il faut le voir là. Donc, mais c'est-à-dire, à entendre parler, il y a des clauses secrètes. Monsieur Lavrov, il a dit, je vais les publier ce soir, cette nuit. C'est-à-dire, Daesh, bon, c'est connu, l'État islamique, tout ça.
Il y a encore Jabhat al-Nusra qui s'appelle Fath al-Sham. Tout ça, c'est tenu à taper. Donc, aussi bien les Russes que les Américains. Si ça réussit, et on va réjouir la réussite pour les souffrances, comme vous le savez tous, des millions de déplacés, de réfugiés et des centaines de mille, le chiffre, on ne peut pas, qui sont pour rien. Donc, mais malheureusement, si ça tient pas, c'est déjà la division de la Syrie régionalement. C'est-à-dire, on a déjà parlé avec M. Tariq Mami ici même, c'est-à-dire les Turcs, ils rentrent pour découdre avec les Kurdes. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment, c'est triste à le dire, mais les Kurdes, ils vont en finir en Syrie, faire le tombeau des Turcs. C'est-à-dire, les Occidentaux veulent ensevelir l'armée russe, et les Russes sont intelligents. Depuis le coup d'État militaire en Turquie, ils veulent ensevelir les Turcs. Vous voyez, donc les Syriens sont... Mais les Syriens, maintenant, malheureusement, ils vont être divisés 15 à 20 États. Voilà, donc je pense que c'est pas fini. Mais au moins un petit répit en ce moment-là pour qu'ils dorment. C'est toujours bon à prendre. Pour qu'ils mangent tout ça. Bon, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais nous, mais c'est-à-dire, il faut arrêter. Et les plus grands perdants qui sont sortis sont les Saoudiens et les pays du Golfe. Donc là, c'est maintenant le Sénat américain, et je me réjouis, ils vont payer l'argent aux victimes il y a 15 ans de 11 septembre. Voilà, vous le savez mieux que moi. Ah, attendez, c'est pas fait. Non, c'est pas fait, mon cher docteur. Non, c'est loin d'être fait encore. Justement, je vous révélerai une petite info tout à l'heure, mais c'est loin d'être fait cette histoire. Parce qu'ils n'ont pas intérêt, les États-Unis, à ce que ça se fasse, parce que justement, ils risqueraient eux aussi de payer. Oui, mais j'entends bien, mon cher Christophe. J'entends bien. C'est-à-dire, actuellement, tout le monde lâche tout le monde. C'est sur le terrain, on en a discuté. Ce qui est pas normal, mon ami, que les Saoudiens continuent maintenant à armer des terroristes partout dans le monde, et même en Syrie, et que nous-mêmes en Europe on souffre de ces terroristes. Mais la France aussi arme des terroristes, mon ami. C'est que toutes les puissances qui sont parties prenantes dans le conflit arment des groupes à gauche ou à droite. Donc en gros, mais ce que vous appelez le conflit, bon, pour les hommes, maintenant il faut avouer, pour les Kurdes, c'est la vraie révolution, c'est la contre-révolution des Arabes. Je vous le dis ouvertement, les sunnites et les Arabes, pour eux, c'est la revanche de la contre-révolution. Le régime arabo-bassiste de Bachar, tout le monde le sait, il a suivi les traces de Nasser, qui était anti-kurde. Voilà, donc il faut savoir, malheureusement maintenant, il faut pas aller chercher les conflits chez nous en Europe, par exemple. Il faut laisser là-bas les gens se démerder et ne pas faire les trucs de crocodile, parce que les Russes ne quitteront jamais. On l'a dit il y a 6 ans, à l'époque de M. Khaled, Léon l'Africain, les Russes, c'est leur dernier base, c'est en Syrie. Ça, aujourd'hui, il y a 50-60 ans, à l'époque de Staline, et dans 50 ans. Ça, d'ailleurs, c'est simple, c'est eux les patrons de l'affaire. Côté la Syrie utile. Bon, M. Tariq Mami, il a expliqué mieux que moi, je lui tire chapeau et ça continue. Maintenant, les Américains, ils vont un petit pied à terre avec les Arabes sunnites. Et les Kurdes, maintenant, c'est les chouchous, c'est les petits bébés et des Américains et des Russes. Et c'est le problème de la schizophrénie américaine qui est en train d'aménager le chou et le chef actuellement avec l'histoire des Turcs et des Kurdes. Personne ne lâchera les Kurdes. Les Kurdes, c'est les ennemis jurés et des Arabes et des Turcs, si on veut le savoir. Qu'est-ce qu'on a gagné de cette guerre-là, à part les souffrances et la destruction? Mais M. Kerry, il a dit, peut-être, c'est pas sauvé. Oui, il a parlé d'une dernière chance, oui. Merci beaucoup, docteur, pour votre avis sur le sujet, un sujet que vous maîtrisez et connaissez. Forcément, c'est de votre pays dont il s'agit. Sinon, à propos de la Syrie, toujours à propos, ce matin, il y a ces échanges de tirs entre l'armée israélienne et l'armée syrienne sur le plateau du Golan. Le régime de Damas affirme avoir abattu un avion et un drone israélien qui ont mené des raids contre ces positions. Information non confirmée par Israël. Mais ce matin, l'armée israélienne avait tout de même annoncé avoir bombardé des positions du régime de Damas en riposte, donc à un tir de projectiles. Donc là aussi, ça gronde de ce côté-là. Israël qui vient essayer de se mêler à la guerre en Syrie. Yasser, c'est pas bon signe, ça. En fait, j'ai vu l'article, mais je l'ai pas lu en entier. J'ai encore moins lu l'analyse. Donc, encore une fois, moi, la question de l'application directe ou indirecte d'Israël, encore une fois, c'est un secret de polichinelle. Donc, on voit très bien à qui profite tout cela. Donc, le désordre chez les voisins apporte un minimum de stabilité de l'autre côté. Mais bon, si maintenant Israël entre en confrontation ouverte avec la Syrie, on verra. Et puis pour parler et rester dans cette partie du monde, de l'autre côté de la frontière en Turquie, une voiture piégée a explosé
dans l'est du pays, dans la ville de Vannes. L'attentat n'a tué personne hier, mais fait une 50aine de blessés. Il a visé le siège départemental du parti au pouvoir, l'AKP. Les autorités l'ont immédiatement attribué aux rebelles kurdes, car en effet depuis un an le conflit kurde en Turquie donc s'est ravivé, ainsi que les violences. Donc les attaques contre les forces de l'ordre ou les autorités sont quasi quotidiennes et la répression est implacable. Pour mettre fin donc à ce cercle vicieux, hier le chef kurde Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 1999, a appelé à des discussions entre le Parti des travailleurs Kurdistan et Ankara, discussions qui selon lui pourraient régler le conflit en 6 mois. Tu y crois, toi, à cette possibilité, au travers de discussions, de régler ce conflit entre les autorités turques et les Kurdes? Je crois jamais aux déclarations en amont, que tu t'en rends compte depuis que j'interviens sur les ondes avec toi. Donc encore une fois, je demande qu'à voir. Est-ce qu'il y a eu des pourparlers secrets qui font qu'Abdullah Öcalan a parlé publiquement là-dessus? Faudra enquêter et savoir ce qui a été fait en coulisses. Mais encore une fois, moi je crois pas en ces déclarations d'échéance. Dans 6 mois, on réglera un conflit qui dure depuis maintenant plusieurs décennies. Bon. Très bien, vos avis nous intéressent bien sûr sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24 par mail lgf@francemaghreb2.fr au standard 08 92 23 99 50. Avant de retrouver ton avis tranché, mon cher Yasser, on va faire un petit tour du côté du Facebook pour savoir un petit peu quelle est la température suite au sondage effectué donc ce week-end, un sondage IFOP pour le journal du dimanche qui révèle en effet que Alain Juppé, selon la majorité des Français, des personnes interrogées, serait la personne qui rassurerait un peu plus les Français en matière de sécurité. Qu'en pensent nos auditeurs, très chère Sophia? Alors, pas de nouveaux commentaires, hormis Mohamed qui nous dit: pour les musulmans, où est la grande mosquée de Bordeaux? La grande mosquée de Bordeaux, je sais pas. Tu connais ce sujet, Yasser? Non. Non. Bon, je sais pas. En tout cas, il s'entend très bien avec Tarek Obro, apparemment, Juppé. Tarek Obro que tout le monde connaît, bien sûr. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à l'avis tranché de ce mardi 13 septembre, celui de Yasser Louati. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y! Voilà, c'est le nouveau jingle qui est pas mal. Donc de l'avis tranché de Yasser Louati de ce mardi 13 septembre. Alors l'avis tranché, c'est les chiffres de Emmaüs France qui sont sortis il y a quelques jours. 9 millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté. 9 millions de personnes, en gros, ne sont pas sûres, sont en précarité de logement, précarité alimentaire. Et tout ce qu'on entend aujourd'hui, enfin c'est très bien où est-ce que je veux en venir. Burkini, voile, musulmans, interner les fichiers S, surenchère identitaire, surenchère sécuritaire, violation de liberté. On continue à nous pondre un projet après un autre avec, pour pas être vulgaire, la droite stupide qui est en train de tourner sur Twitter. Nous avons 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté en France et on n'a pas un responsable politique qui a non seulement commenté l'information et qui s'est avancé pour proposer des solutions, pas de circonstances, mais des solutions durables. On n'a aucune solution en vue pour la crise du logement. On n'a aucune solution en vue pour le chômage structurel. On n'a aucune solution en vue pour la discrimination systémique des personnes de confession musulmane, des personnes de couleur ou apparentées comme musulmanes. Nous n'avons aucune solution sur la menace sécuritaire à long terme. Tout ce que nous avons, c'est du pipeau du matin au soir. Et le fait que la campagne du Burkini a été lancée en plein mois d'août, ça aurait pu être une autre polémique. Je sais pas, ça aurait pu être l'Aïd, ça aurait pu être les djellabas dans la rue, etc. On voit bien le décalage entre la situation réelle des Français et les différents projets politiques de ce qu'on nous présente dans les médias. Maintenant, la question que je me pose, qui est le fautif et qui est responsable ? Sincèrement, quand je vois les résultats des différents sondages et quand je vois que la surenchère identitaire continue à être profitable, continue à être rentable au niveau politique, je me dis, est-ce que ce n'est pas nous qui sommes fautifs ? Pourquoi ? Parce que nous n'avons toujours pas imposé les règles du jeu aux différents candidats. Nous continuons à croire que on peut promouvoir une identité qui en domine une autre, à défaut d'avoir développé une identité commune et partagée. Nous n'allons pas vers la ligne de l'apaisement et malheureusement, entre-temps, les problèmes les plus fondamentaux de chaque citoyen français sont complètement oblitérés, ignorés par les responsables politiques. Bien sûr,
je vais pas encore une fois me répéter en disant les responsables politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux, mais maintenant moi je me pose la question, est-ce que nous, à notre niveau individuel, nous faisons quelque chose pour que ces questions-là réémergent dans le débat présidentiel? Une chose qui a quand même surpris pas mal de commentateurs politiques, c'est que les questions économiques jusqu'à maintenant ne font pas le poids face aux questions identitaires. Et je vais en venir, d'ailleurs ça sera l'objet de mon coup de cœur, lorsque vous avez un Manuel Valls qui vous dit en pleine réunion publique, oui il y a le chômage, oui il y a la précarité, mais ce qui compte c'est la guerre culturelle, on voit bien que le curseur des priorités a été complètement inversé. C'était l'avis tranché de Yasser Louati. Voilà, partagez donc cet avis tranché. Vous n'hésitez pas à réagir sur les différents moyens qui sont à votre disposition, bien sûr. Merci à beaucoup Yasser. Tout à l'heure aussi pour le coup de cœur qui sera un petit peu lié. Voilà, on y reviendra tout à l'heure bien sûr. Dans l'actualité aussi, bien sûr, de ce mardi 13 septembre, c'était pressenti, la Maison Blanche le confirme, Barack Obama va opposer son veto à la loi qu'avait votée le Congrès vendredi, loi qui autorise les proches des victimes des attentats du 11 septembre à poursuivre des pays comme l'Arabie Saoudite. Washington craignant par contre-coup les États-Unis donc se trouve exposé à l'autour des poursuites internationales. Barack Obama qui se retrouve donc à essayer de minimiser un peu les choses. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça justement, de peur d'être arrosé? Finalement on essaye de bloquer une action qui pourrait peut-être mettre mal des pays qui sont alliés de temps en temps et puis ennemis demain. L'Arabie Saoudite en l'occurrence avec les États-Unis, c'est un peu je t'aime moi non plus quoi. Exactement, sauf qu'en même temps on voit bien l'intention qui est derrière cette proposition. Donc pourquoi aujourd'hui et pourquoi l'Arabie Saoudite spécifiquement? C'est pas encore une fois pour c'est un exemple hein, ouais. D'autres pays. Non mais dire elle a quand même été orientée, ça a été vendu le marketing politique autour de cette proposition, c'était on va cibler l'Arabie Saoudite qui aurait été derrière. Oui, dans ce cas-là comme tu l'as dit, à effet de ricochet, les États-Unis aussi sont autant responsables puisque différents éléments montrent qu'il y a une faille gigantesque et que pour moi qui suis pilote, je suis désolé, un avion qui quitte sa trajectoire, normalement il est rappelé à l'ordre dans les quelques secondes qui suivent, surtout dans une zone qui est hautement fréquentée que l'espace aérien au-dessus de New York. On ne quitte jamais son couloir aérien sans avoir été rappelé à plusieurs reprises. Et moi ce qui m'étonne, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien gouverneur du Minnesota qui a rapporté que Dick Cheney lui-même avait ordonné à la chasse américaine de rester au sol et de pas poursuivre ces avions-là. Chose qui reste encore à démontrer. Je pense pas que l'Amérique a été au-dessus de la mêlée. Et il s'agit pas d'un, mais de 4 avions, hein, c'est ce qu'on nous a fait croire en tout cas. Exactement. Et voilà, je parle en tant que j'étais moi-même pilote. Voilà, je connais un petit peu le métier. Ouais. Je suis désolé, on peut pas avoir 4 avions qui d'un coup quittent les radars et s'aventurent tout seul. Je veux dire, si on est au-dessus de New York, on n'est pas au-dessus de je sais pas du Midwest en pleine campagne. On est vraiment au-dessus dans l'espace aérien, qui est parmi les plus denses au monde, les plus denses au monde et les plus sécurisés au monde. Donc les bonnes questions n'ont pas été adressées. On refuse de répondre à différentes initiatives qui ont été lancées. Donc les questions sont toujours passées sous silence. Malheureusement, ça le profite côté théorie du complot. Dans un instant, on parlera de Barack Obama qui se retrouve en haut de l'affiche côté campagne. Parce que elle a fait un petit malaise. Apparemment, elle est pas bien au niveau santé. C'est ce qu'elle a laissé en tout cas apparaître au travers de ce malaise. Elle a essayé de rattraper le coup cette nuit dans une interview qu'elle a donnée à la télévision américaine en disant que non, il s'agissait pas d'un malaise, mais simplement d'un coup de mou qui a duré quelques minutes. Et Donald Trump n'en profite même pas. Pourquoi? Yasser, je te poserai la question dans un instant. Et c'est Yasser Louati qui est avec nous, Sophia aussi, Aïda pour nous accompagner bien sûr et pour guetter vos commentaires sur la page Facebook. Vous y allez par rapport à ce sondage donc qui est paru, un sondage IFOP pour le journal de dimanche réalisé la semaine dernière, donc le week-end dernier, concernant donc la personnalité d'Alain Juppé. Selon une majorité des personnes interrogées, ils se sentent plus rassurés en matière de sécurité par la personne d'Alain Juppé. Vous continuez donc à commenter. Qu'en pensez-vous donc de ce sondage? Est-ce que cet avis vous le partagez ou pas? D'ailleurs, n'hésitez pas à balancer tous vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2. On fera un petit point donc tout à l'heure avec Sophia aux alentours de 17h45, 17h50. Entre-temps, et bien entendu, le coup de cœur à retrouver de Yasser Louati qui est avec nous aujourd'hui, bien sûr. Mais on parlait de Barack Obama et donc de cette proposition au Sénat qu'il essaie d'empêcher pour que
que non seulement des pays étrangers ne soient pas éclaboussés par l'affaire du 11 septembre, mais aussi les États-Unis. Mais Barack Obama, qui dans une autre affaire se retrouve en haut de l'affiche pour la campagne donc électorale aujourd'hui à Philadelphie, alors que Hillary Clinton, elle, est contrainte suite à ses problèmes de santé de faire une pause. Le président donc en exercice se retrouve donc en première ligne, donc après un début de semaine assez catastrophique, faut bien le dire. C'est la campagne dont Clinton a besoin de reprendre son souffle, et Barack Obama donc fait partie donc des atouts du camp démocrate. La popularité du président est à plus de 50% quand même, un peu plus qu'Hollande ici en France. Une popularité surtout bien plus élevée dans la communauté afro-américaine. Si la candidate donc veut gagner, les électeurs de Barack Obama doivent se déplacer pour déposer leur bulletin dans l'urne. La terreur du camp démocrate et l'abstentionnisme, et donc voilà ce qui apparaît aujourd'hui. C'est pour ce pourquoi d'ailleurs Barack Obama monte un petit peu au créneau pour venir défendre Hillary Clinton. Est-ce que le malaise, parce qu'il faut appeler ça ainsi, d'Hillary Clinton peut apporter un sérieux bémol dans la campagne présidentielle aux États-Unis, et est-ce pas un bon point pour Trump? En fait, il faut quand même revenir un petit peu en arrière. Pourquoi est-ce que la santé d'Hillary Clinton tout à coup devient en fait l'objet des critiques, des observateurs. Donc exactement. Donc à la base, oui, si elle est malade, qu'elle se soigne. Mais c'est le problème de la gestion de l'information de la part d'Hillary Clinton qui pose fondamentalement problème, parce que c'est une personne qui a le culte du secret, qui est constamment dans la dissimulation, qui est constamment dans la défiance vis-à-vis des médias. Elle, avec un cynisme, un visage froid, elle balaye d'un revers de la main en sortant de chez sa fille Chelsea à New York. Tout va bien, alors qu'elle vient de s'effondrer devant les caméras et que ça a été retweeté à travers le monde. Je veux dire, ça pose, ça montre que c'est Hillary Clinton elle-même qui est en train d'alimenter ces controverses. Quand on pense par exemple à la question de la gestion de ses mails classés confidentiels qu'elle avait abrités dans des serveurs chez elle, son utilisation de ses téléphones portables, son BlackBerry personnel pour donner des ordres d'assassinat pendant la campagne de drones. C'est la guerre secrète qui est menée dans différents pays, en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen, en Somalie, où des personnes se font tuer juste sur une touche sur l'écran tactile de la part de Barack Obama ou d'Hillary Clinton. Et ça a été fait sur un téléphone portable privé. Quand on voit aussi par exemple les zones d'ombre qui entourent la fondation Clinton et les millions qu'ils ont amassés via différents contributeurs en France, aux États-Unis et à l'étranger. Quand on pense aussi aux relations opaques entre Hillary Clinton et Wall Street, alors c'est oui, non, peut-être, mais je vais faire plier les grandes banques et les banques d'investissement. Mon œil, quand c'est elle qui vous finance. Ici en France. Exactement. Mon ennemi sera la finance. Exactement. Donc là, malheureusement, on est face à une personne qui s'est en fait piégée toute seule. Ça aurait pu être en fait vraiment un événement, un non-événement quoi. Elle s'est effondrée, elle s'est mal sentie. Est-ce que là, elle n'a pas perdu les élections américaines? Non, c'est jamais perdu d'avance. Non, c'est jamais perdu d'avance. Par contre, là, il faut quand même citer. Alors Trump n'en profite pas, lui, au contraire. Justement, je vais revenir en Trump. Sauf que j'avais un dernier point à soulever, c'était celui de Joe Biden, vice-président américain, qui disait la semaine dernière, qui demandait à Hillary Clinton la semaine dernière, il faut qu'elle montre un visage un peu plus humain, qu'elle montre son côté humain. Or, Hillary Clinton donne l'image d'un robot froid, glacial. Et on voit bien que son comportement fait que ça lui retombe dessus aujourd'hui. Quant à Trump, Monsieur l'Orange mécanique, on sait très bien qu'il n'est pas à l'abri, parce que son bilan de santé qui a été publié par le docteur Harold Bernstein, il l'a reconnu plus tard qu'il avait publié à la hâte. C'était 4-5 lignes, super, le milliardaire se porte très bien. Donc je pense pas qu'il avait intérêt à tacler Clinton sur sa santé, parce que demain, lui, il n'est pas à l'abri. Donc il valait mieux justement jouer la carte, oui je suis un gentleman, alors c'est très bien que c'est un chiffonnier qui n'a honte de rien et s'il faut creuser, il ira jusqu'au fond, plutôt il ira au bout du bout même s'il n'y a pas de fond. Mais moi je ne crois pas absolument pas que Trump était là pour on va pas tacler la candidate alors qu'elle est malade. Non, c'est plus un calcul de politique, c'est une stratégie qui a changé du côté de Trump d'ailleurs. La stratège elle est un peu plus douce maintenant. De toute façon, il a accumulé tellement de bourdes, il a voulu draguer l'électorat afro-américain, ça a duré une semaine. Au bout d'une semaine, c'est bon, vous m'énervez, j'arrive pas à vous conquérir, il a recommencé à les tacler. Non, c'est ça. Le pire, c'est qu'il va au Mexique, il joue un beau discours au rassembleur, etc. Et puis le soir même, il s'en prend au Mexique. Il s'en prend au Mexique, mais après le président dément les propos de Trump. Donc en gros, ils se sont dit des choses et chacun raconte sa version. Donc en gros, oui, le Mexique va payer pour le mur. Ce sont des grands comédiens quand même, Yasser, tous ces gens du monde politique, non? Ils savent bien jouer la comédie, ils sont même des très bons acteurs, non? S'ils jouent la comédie, c'est qu'il y a des spectateurs qui regardent et qui laissent faire.
C'est ça. Toute la question. Et nous, on est là. Et oui. On aspire, on regarde. Tout le monde regarde. C'est toujours la question de l'offre et la demande. Il n'y aurait pas d'offre s'il n'y avait pas de demande. Or, il y a une demande de spectacle et tout le monde regarde. Et les chaînes d'infos font le lien entre tout ça. Non, les chaînes d'infos en fait partie. Ils font pas le lien. Ah, ils font pas le lien. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Non, la presse. Enfin, on n'a pas une. Il y a une tradition de presse qui défie le pouvoir. Une presse libertaire. C'est pas la même chose d'ailleurs aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, hein. Ils ont une tradition de presse libertaire qui est vraiment anti-système, qui défie le pouvoir. Ouais. On a des exemples avec Democracy Now et Amy Goodman que j'avais rencontré à Paris, qui est une femme extraordinaire. On a The Real News Network qui pareil s'inscrit dans une vraiment logique de défiance du pouvoir et des institutions. En France, on n'a pas ça puisque ceux qui sont dans les médias aujourd'hui vont dans les mêmes écoles que le responsable politique. Et il n'y a qu'en France, on a des responsables politiques qui sortent ou qui épousent des journalistes. Comment est-ce qu'avec tout ça on peut avoir une presse qui s'inscrit dans une logique de contre-pouvoir. Mélange des genres. C'est typiquement français, non? Ouais, non, mais oui, effectivement. Oui. En tout cas, effectivement, c'est la manière de faire est pas du tout la même aux États-Unis qu'en France. Bon, après, par contre, le terrain, et là, je lance l'appel à tous les militants. Il y a un trou béant pour des médias alternatifs. Je vous parle pas d'un blog. Je vous parle pas d'une page Facebook, je vous parle d'un véritable média alternatif qui soit la plateforme de la sphère contestataire. Ouais. On n'a personne. Il n'y a pas de médias vidéo qui puissent faire intervenir les différents analystes qui sont pas invités sur les plateaux, les différents universitaires, les différents militants et aider ou plutôt contribuer à l'élaboration d'un contre-discours qui soit viable sur le long terme. Très bien. Allez, on va avant d'enchaîner donc et parler de ce qui se prépare du côté du boulevard Ney à Paris, porte de la Chapelle, puisque Anne Hidalgo, la maire de Paris, accompagnée de la maire de Madrid, y était hier pour nous parler de ce chantier donc qui va accueillir les migrants. Très vite, on va passer donc au coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Des coups de cœur en tout genre donc auxquels on a le droit tous les jours, et aujourd'hui un coup de cœur signé Yasser Louati. Alors le coup de cœur aujourd'hui de votre humble serviteur Yasser Louati, c'est l'initiative, j'en avais parlé la semaine dernière, c'est pour un printemps de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, agir contre l'islamophobie et ses racines. C'est en réaction à l'initiative qui s'appelle le Printemps républicain, ou plutôt le Printemps fasciste, qui est en fait le groupe de pression, ou le groupe d'influence, ou le think tank au service de Manuel Valls, qui est en fait en train de normaliser les thèses les plus racistes, les plus islamophobes en France pour leur donner une couverture dite de gauche. C'est le même événement qui avait été organisé au théâtre des Jazés en pleine contestation sociale et à quelques mètres de nuit debout, où on avait un Manuel Valls chauffé à blanc comme d'habitude qui montrait, ou plutôt faisait la démonstration de ses limites intellectuelles en disant oui, il y a le chômage, mais ce qui compte c'est la bataille culturelle, etc. et qui s'en prenait encore une fois aux femmes de confession musulmane et qui sont voilées. Alors aujourd'hui on a l'association Al-Sir, association de lutte contre l'islamophobie et les racismes, qui est basée à Paris 20e, qui organise un meeting. Donc c'est le mercredi 21 septembre à 18h30 à l'espace Confluence, 190 boulevard de Charonne, Paris 20e. Le but, c'est de faire intervenir différents militants, différents universitaires pour élaborer un contre-discours face à cette frange identitaire de gauche qui ne cache plus sa supercherie intellectuelle et qui vous fait un mélange permanent entre femmes voilées et islamistes et radicaux, etc., qui vous vend un projet de république basé sur l'exclusion et non l'inclusion de tous les citoyens français. Les intervenants vont avec Nassira Ghanif Souleimas, que j'apprécie énormément, Ismahan Chouder, Saïd Bouamama, dont le travail est une référence pour tous les militants antiracistes, Pierre Thévagnan, connu pour ses écrits sur aussi bien le racisme que sur la manipulation du communisme, Philippe Marlière, et il se peut comment aussi j'intervienne. En fait, j'interviens avec ces personnes-là. Donc, c'est vrai, je fais la pub de l'événement parce que nous avons beaucoup de contestations et très peu d'initiatives réelles sur le terrain. Je salue la présidente d'Al-Sir, Lamia Guéné, qui a pris son courage à deux mains et qui a lancé cette initiative, qui n'a pas eu peur d'avancer à contre-courant. Donc j'invite chacun à se présenter. L'entrée est gratuite et l'inscription et les informations sont sur withevent.com/agir contre l'islamophobie et les racismes. Donc meeting contre l'islamophobie et les racismes, 21 septembre 18h30 à l'espace Confluence, 190 boulevard Charonne, Paris 20e. Téléphone 07 68
98 61 29, 07 68 98 61 29. C'est juste parfait, ami Yasser, pour ton coup de cœur, parce qu'il y a tout, tous les renseignements qu'il vous faut, en tout cas, et si vous êtes intéressé. On va se permettre aujourd'hui un petit coup de cœur musical dans la rédac du Grand Forum. On s'est aperçu aujourd'hui qu'on était le 13 septembre, ce matin en se réveillant, et avec l'aide de notre ami Badr Belamine, on s'est aperçu que cette date correspondait avec l'assassinat d'une icône de la musique américaine, à savoir Tupac. Là, ça vous replonge dans votre enfance, mon cher ami Yasser, comme dans la mienne d'ailleurs, puisqu'il a été assassiné le 13 septembre 1996. Il y a donc 20 ans, Tupac nous quittait. Tupac, il y a 20 ans, donc assassiné, Yasser, en 1996. J'ai vu ça effaré parce que je n'avais pas l'impression que c'était il y a 20 ans quand même. Pourtant, c'était il y a 20 ans. Tupac, assassiné, et parmi ceux qui étaient à son enterrement, Kamel me dit avoir été à son enterrement. Bonsoir Kamel. Alors bonsoir. Alors pas moi personnellement, mais je vais te dire en très vite, je faisais partie de cette équipe de gens qui ont lancé un magazine à Paris qui s'appelait L'Affiche au départ, L'Affiche qui a vu naître Olivier Cachin, qui a été ensuite récupéré par M6 pour faire les premières émissions de Rapline, à la suite de quoi un autre magazine, Power, où je suis un des fondateurs de ce magazine, où était présent notre feu camarade Antoine Garnier. Ça va parler à tous ces gens de cette époque et tous ceux qui écrivaient sur le rap à cette époque. Et Antoine Garnier, qui était une sommité, si vous vous souvenez, Antoine Garnier qui faisait énormément de choses, c'était vraiment un ami, et j'appréciais la manière dont il écrivait. Il passait 6 mois aux États-Unis, 6 mois en France, et nous l'avions chargé de nous représenter aux côtés du magazine The Source, qui est vraiment la sommité des journaux là-bas sur cette catégorie de musique, enfin au sein de cette communauté afro-américaine. Eh bien, j'étais finalement présent, et j'avais fait en sorte que beaucoup de gens de notre équipe rédactionnelle soient présents à cet enterrement. Et effectivement, ça me rappelle, en mettant ce morceau, tu viens de me replonger dans ces combats d'il y a 20 ans. Et nous en faisions partie. Tu vois que à cette époque, nous étions aussi les organisateurs des premiers concerts de rap français à Paris, au Cirque Fratellini, puisque c'est là-bas que c'est produit grâce à cette équipe du magazine L'Affiche. Je sais pas si vous en aviez entendu parler les uns et les autres, mais ça rappelle de très bons souvenirs à certains. Avec le magazine L'Affiche, nous étions les premiers à organiser et à donner justement la possibilité à ce qu'il y ait cette expression du rap français à Paris, et bien évidemment avec des connexions aux États-Unis. Et voilà pourquoi Tupac, c'est quelqu'un qui me parle. Merci encore une fois, toi, mon cher Christophe, que les uns et les autres qui militons, qui sommes dans la rue, qui faisons des choses, s'inscrivent dans une démarche qui vient de loin. C'est notre histoire, c'est tout ce que nous portons. C'est pour ça que lorsque j'interviens sur votre antenne, sur France Maghreb 2, eh bien c'est toute une histoire que nous portons, de rencontres, de choses. Il y a vraiment une vie qui s'est faite, et c'est pour ça, et je remercie Yasser d'avoir parlé de cette initiative. Je lui dis à Yasser aussi que notre initiative d'organiser justement à Paris la première consultation des citoyens musulmans pour que cesse la manière que se fait cette gestion néocoloniale, elle rejoint tout le travail que les Youssef Boussema ont fait, les uns et les autres. Nous devons être unis. Mais aujourd'hui, il faut dire stop. C'est pour ça que ce sentiment et le fait que nous prenions position pour organiser cette première consultation en France, elle est très importante. Il n'est plus question que les uns et les autres parlent à notre place. Merci Kamel. Voilà, pour nous avoir parlé de Tupac, bien sûr, donc 20e anniversaire de sa mort, de son assassinat. Voilà. Alors on va, avant de passer un petit peu au commentaire final donc de cette question du jour aujourd'hui, parler donc de ce chantier qui est dans la poussière aujourd'hui, avec des bruits de chantier, en tout cas avec Anne Hidalgo, maire de Paris, et Manuela Carmena, maire de Madrid, ont visité hier donc le site du futur centre de réfugiés de la capitale française. La visite donc avait un double objectif: faire connaître le site d'abord aux médias, mais aussi poser les jalons d'une future collaboration entre Paris et Madrid en ce qui concerne donc l'accueil des migrants. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un très vaste donc hangar désaffecté donc en bordure de Paris, sur lequel s'affairent des dizaines d'ouvriers. Des délais sont courts, mais Anne Hidalgo l'affirme: tout
tout sera prêt pour la mi-octobre. Le défi sera ensuite de garantir la fluidité dans ce centre de transit. C'est ce qu'elle a rappelé hier la maire de Paris. C'est engager l'État, la ville, les associations à faire la part de travail qui lui revient. Ce sera à nous de faire en sorte que les délais soient respectés. Les personnes qui seront ici resteront de 5 à 10 jours. Il y aura ce moment très particulier ici qui va leur permettre quand même un début de reconstruction et l'ensemble des pouvoirs publics se sont mis d'accord pour avancer. Voilà, Anne Hidalgo, maire de Paris, une expérience qui intéresse aussi la maire de Madrid, je le disais, même si le flux des réfugiés dans sa ville n'a pour l'instant pas atteint le niveau critique de la capitale française. C'est ce qu'elle a rappelé aussi hier. Il y a une difficulté parce que dans ce moment, dans Madrid, nous n'avons pas reçu les groupes de réfugiés que nous ont promis. Et alors nous sommes en attendant. Comme vous savez, dans l'Espagne, en ce moment, nous avons un gouvernement provisoire et pour ces raisons, peut-être que les réfugiés n'ont pas arrivé encore à Madrid. La maire de Madrid, donc, ouverture du site Boulevard Ney, donc, est prévue une quinzaine de jours après la fin des travaux. On pourra accueillir donc jusqu'à 400 hommes isolés. Mon cher Yasser, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Une goutte d'eau dans l'océan, donc on va pas la condamner. Mais bon, encore une fois, 400 personnes, quand ils sont des milliers sur les routes de France, parqués à Calais j'aime pas employer le terme. Quand on voit ce que la Turquie a pu recevoir comme réfugiés, le Liban, quand on prend le ratio par rapport à la population totale, on est vraiment loin derrière. Pour 400 personnes, on en fait un événement comme si c'était 400 millions. Donc là, oui, en plus c'est fait à Paris 18e. Donc pourquoi dans les quartiers populaires alors qu'il y a déjà un déficit de logements sociaux, pourquoi pas le faire ailleurs? Donc je pense pas que c'est... Enfin bref. Il y aura un autre endroit pour les femmes, dans Paris aussi. Ouais, bon, on verra. Non, je veux dire, bon, enfin, on peut que dire, c'est bien, mais vu la taille de la tâche et je les croise tous les jours sur toutes les routes de Paris, donc je peux pas dire que 400 personnes, c'est un événement en soi. Oui, bon, c'est bien Madame Hidalgo, mais on a besoin de beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Et quand on voit les rafles journalières qui sont organisées dans le 19e et dans le 18e, surtout à Stalingrad, quand on voit que les policiers font signer des papiers d'expulsion par les réfugiés en leur disant que c'est des papiers pour régulariser leur situation. C'est une pratique qui se fait aujourd'hui. Ah oui, et ça je leur apporte vraiment de visu sur le terrain. C'est-à-dire qu'on fait signer des papiers aux réfugiés en leur faisant croire que c'est pour régulariser leurs papiers, sauf que c'est des avis d'expulsion. Exactement. Donc en fait, on leur fait signer des papiers en leur disant oui, vous inquiétez pas. Quand on voit en plus le traitement inhumain, Mais ça, les policiers le font pas d'une initiative personnelle. Je veux dire, ça vient de plus haut. Bah forcément, les policiers ne sont que des exécutants. Oui. Mais par contre, les policiers, à leur niveau individuel, eux, ils sont responsables des injures qu'ils profèrent à longueur de journée contre ces réfugiés. C'est sûr, ça c'est sûr. On va faire un dernier petit point, Sophia, sur la question du jour, donc en rapport avec ce sondage qui est paru le week-end dernier, et un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Pour une majorité des Français, en tout cas des personnes interrogées, Alain Juppé est la personne la plus rassurante en matière et au sujet de sécurité. Qu'en pensent nos auditeurs, très chère Sophia? De nouveaux commentaires de Ahmed Moualek. Il faut éradiquer tous les communautarismes, quels que soient. Le CRIF, le CFCN. Le CRIF. Oui, le CCIF, le CRAN et j'en passe. Pour éviter une guerre civile en France, il faut un patriotisme partagé par tous. C'est à la justice de combattre tous les racismes, pas aux associations antiracistes justement, qui ont braqué Marianne avec ses subventions allouées par l'État. 100 millions d'euros ont été donnés à la LICRA, c'est un scandale. Ceci est un braquage alors que des gens meurent de faim et de froid. Yasser, je t'ai vu bondir là. Le pauvre, il raconte n'importe quoi, celui-là. Je veux dire, si les associations font le travail, c'est parce que l'État, c'est désisté, il ne veut pas le faire. Enfin, toute la sphère associative aurait aimé que l'État prenne à bras-le-corps la question du racisme en France. Mais on voit bien que depuis 30 ans, le racisme n'a fait qu'augmenter, que depuis 10 ans, il s'est exacerbé. Donc si l'État fait pas son travail, c'est aux citoyens de le faire. Et quand les citoyens ne le font pas, on leur dit qu'ils sont des assistés. Justement, on devrait féliciter les associations de terrain qui font ce travail que l'État refuse de faire. Donc je suis désolé, on peut pas dire que les associations reçoivent des subventions en public. Si elles recevaient autant d'argent qu'elles le disent, on peut pas confondre la LICRA avec les orgas véritablement antiracistes. Il faut pas confondre
défendre l'antiracisme moral, dire le racisme c'est pas bien et sans rien faire en face de cela. On sait très bien que si vraiment l'État voulait combattre le racisme, il y aurait eu des objectifs quantifiables. On n'a jamais eu d'objectif. C'est toujours le racisme c'est pas bien, tous unis contre la haine. On sait que c'est pas bien tout ça, mais si on traîne pas devant les tribunaux les racistes et les personnes qui pratiquent la discrimination en entreprise, si on n'est pas prêt à verbaliser les entrepreneurs de la haine, type Zemmour, type Finkielkraut, etc. Bah forcément, c'est aux militants de le faire. Dans un instant, et pour finir, le j'aime ou j'aime pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et c'est parti pour finir ce grand forum par le j'aime ou j'aime pas. C'est un peu le principe donc des réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On lit son fil d'actualité et puis on dit si on aime ou on n'aime pas évidemment. Il y a Serloiti, mais également Sophia. Allez, c'est parti avec le j'aime ou j'aime pas et on commence du côté du Havre avec un jeune homme de 25 ans. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire qui a tué sa mère hier. Ça s'est passé. Il a tué sa mère en fait en l'étouffant avec un lacet parce que c'est le dernier refusé qu'il parte en Syrie. Waouh, incroyable hein. Ouais, ça fait beaucoup de bruit évidemment du côté du Havre. Sa mère était âgée de 62 ans et bon, il a des antécédents psychiatriques hein, certes, mais voilà, il voulait partir en Syrie, faire ce qu'on appelle pour certains le djihad. Et sa mère a tout fait pour l'empêcher. Il l'a tué hier dans un coup de sang-froid. Paix à son âme, mais vraiment ça montre le type de profil qui sont intéressés par Daesh. Exactement, effectivement. Sophia, pas de commentaire? Très bien. Ok, j'aime pas. Bah oui, oui. Marine Le Pen, qui était interrogée d'ailleurs, l'émission de TF1 a fait un record d'audience. Hein. À propos de l'islam, voici ce qu'elle a déclaré. À la question, est-ce que l'islam est compatible avec la République? Eh bien, elle a répondu que c'est aux musulmans de répondre. Et je crois que oui, a-t-elle dit. J'aime ou j'aime pas? J'ai une question, moi. Est-ce que le Front National est compatible avec la République? Ah. Bon, alors peut-être un qui fait apparaître le discours du Front National comme, j'allais dire, beaucoup plus lisse, beaucoup plus tranquille. Éric Zemmour, sa dernière déclaration, c'était hier hein, sur LCI. À propos de Zidane et de Omar Sy, ils sont moins français que moi. Ouais, exactement. Refais le bruit, refais. Je suis trop spontané. Non, refais-le. Voilà, comme ça. Voilà. C'est incroyable quand même hein, d'entendre des choses pareilles en 2016. C'est un cas psychiatrique le cas Zemmour. C'est quelqu'un qui a un complexe vraiment profondément ancré et qu'il veut être plus royaliste que le roi. Donc L'Algérie et l'importation, puisqu'on apprend que le gouvernement algérien s'apprêterait à interdire 2000 produits à l'importation. Sur quelle base? Bah sur une base de problèmes de rente apparemment. Il y a des gros problèmes d'argent en Algérie en ce moment. Il y a des gros problèmes de... D'accord, bon, j'aime pas. T'aimes pas? Sophia, t'aimes pas? Bon, très bien. Petite info légère à propos de l'Aïd, le mouton le plus cher du monde. Vous savez où c'était? C'était au Sénégal. Et le prix, 8000 €. Pourquoi? Bah, je sais pas, apparemment il est magique ce mouton. 8000 € le prix du mouton le plus cher au Sénégal à Dakar. J'aime pas, on s'en fout. Franchement, c'est ridicule. Très bien. Et ben justement, une petite affaire de mouton. Vous savez que visiblement ce mouton était donc convaincu de son sort qui lui était réservé. Alors ça, c'est une histoire vraie. Hein. Ça s'est passé à Corbeil-Essonnes hier. Un mouton s'est échappé et une course poursuite s'est engagée dans les rues de Corbeil pour attraper le mouton. Ça j'aime. Le pauvre. Il a cavalé. Bon, ils l'ont quand même attrapé. Hein. Ils étaient 3 quand même derrière lui. C'est pas grave, il a tenté. T'aimes pas toi Yasser? Tu t'en fiches? Franchement, ouais, c'est mignonné. Bon, la chaîne d'info, France Info. Vous avez peut-être regardé un peu depuis son départ? Non, j'étais déjà contre la jeunesse, alors là pour la regarder, on n'a pas compté sur moi. Et ben, elle est en train de grappiller tout doucement les affaires d'LCI, puisqu'il se rapproche dangereusement de l'audience d'LCI. Par contre, je vous devinez quoi? La chaîne d'info en France, leader, c'est BFM TV. J'aime pas. Et voilà, donc en fait, ça dresse le portrait de l'état de l'information en France. Qu'une chaîne comme BFM soit le numéro 1. Ah oui, leader bien comme il faut d'ailleurs. Ouais, Et puis pour terminer, tiens, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on va savoir si vous aimez ou pas. Le CSA annonce avoir reçu plus de 700 plaintes après le passage de Éric Zemmour sur France 5. J'aime ou j'aime pas? J'aime pas parce que c'est pas assez. Ouais, et j'aime pas non plus parce que c'est pas assez, et surtout que le CSA, encore une fois, va botter en touche. On a eu aucune décision exemplaire sur les cas de discours de haine sur les ondes publiques. Aucune. Mise en garde, je sais pas quoi, avertissement, rappel à l'ordre. Qu'un Zemmour puisse encore être invité, moi franchement ça me sidère. C'est un repris de justice. Et pourtant il continue à être invité avec un discours dangereux. Juste pour faire un titre de comparaison, Bourdin avait été embêté avec Roland Dumas, vous en souvenez? Exactement. Voilà.
par le CSA. Ils avaient. Dumas a été banni, par contre Zemmour lui continue. C'est ça. Alors que bon, il avait émis un avis. Mais un avis pas forcément sur un sujet qui est toléré dans ce pays. Voilà. Sauf que Zemmour, c'est une machine, c'est constant, c'est tout le temps. Quand il vient là, on sait pourquoi ce qu'il vient. Ouais. C'est pas il vient pour parler de la météo, du foot. Il vient pour parler expressément des citoyens de confession musulmane et pour les diaboliser. Cette diabolisation qui est facile du passage à l'acte. Et donc après on dit mais les musulmans se font taper dessus. Mais il faut voir aussi la source des discours de haine. Yasser Louati, merci. Ce soir tu dis aller Paris, non? Allez l'OM. Oui, il joue pas ce soir, c'est ça le problème. Bah l'OM quand même. Bon d'accord, très bien. J'ai que des vendus dans mon équipe. Donc Yasser Louati, merci beaucoup. À très vite, Sophia. C'est demain. parce que c'est toi que je dis rien. Merci Christophe. Donc demain on sera en compagnie de Hakim Rahal et de Yasser Malek, délégué hospitalier. Vendredi on sera à 100% féminin. On aura Maïssa Leroy et Ouiam Maghrebi. Et puis entre autres il y aura eu Badr et d'autres évidemment de la team du Grand Forum. Donc sur France Maghreb 2, restez bien avec nous évidemment. Belle soirée. Et puis comme invité demain Ismaël Mounir. On parlera de l'affaire NKM et de Longjumeau, ville qui connaît bien Ismaël Mounir, pardon. On parlera et on s'attaquera à celle qui est la seule femme des candidats à se présenter aux primaires des Républicains qui approchent à grands pas. C'est donc au mois de novembre, 18h03. Oula, très en retard, pardon du retard. Le rappel de l'actualité en ce mardi soir, c'est avec Marine Garel. Bonsoir.